Paradise Papers. Hein, c'est le nom de ce... Paradise, comme les paradis fiscaux, bien sûr. Après les Panama, les Paradise Papers. Première réaction, Alain Badiou? Non, mais vous savez, je pense que le capitalisme lui-même ne fonctionne qu'avec une marge importante de corruption. La corruption lui est inhérente. Et elle ne peut être qu'inhérente dans une doctrine dans laquelle le profit est valorisé en tant que tel. C'est-à-dire que finalement, la mesure de la réussite de quelqu'un, c'est le profit. Mais si le profit est la seule norme en la matière, la tentation de la corruption est inéluctable et constante, évidemment. Si vous pouvez obtenir un profit supplémentaire avec une corruption bien cachée, pourquoi vous le refuseriez? Au fond, un bon dirigeant est un dirigeant dont la corruption est invisible. C'est ça sa définition. Et que de temps en temps, on les rende visibles, c'est à la fois bien et pas bien. C'est très bien parce que c'est vrai, tout simplement. C'est pas bien parce que ça consiste toujours à désigner des boucs émissaires. C'est-à-dire, à la fin de la fin, ces opérations anticorruption consistent à dire on va les mettre sur la touche, on va les cacher, et ça va continuer comme avant. Ça ne va pas jusqu'au principe même des choses, qui est, je le rappelle, la dictature de l'idée de profit, qui est, après tout, l'idéologie générale des mafias. Et le côté mafieux, on le voit là par le fait qu'il se commet des crimes financiers invraisemblables. Les Paradise Papers, donc on y reviendra en détail tout à l'heure avec vous, Thomas. Exactement. Alain Badiou, l'un des grands combats politiques de votre vie, ça a été au début des années 60, l'indépendance de l'Algérie. C'est fondateur dans votre engagement. Vous étiez côté algérien à l'époque, côté indépendantiste, si je puis dire. C'est quoi votre position aujourd'hui sur cette crise catalane? Elle est tout à fait différente, parce qu'il ne faut pas confondre ce qu'ont été les soulèvements anticoloniaux, anti-impérialistes des années 60 et les mouvements de dissidence nationale ou identitaire qui ravagent le monde aujourd'hui. Nous sommes dans une autre séquence, nous sommes dans une autre période. Et en ce qui me concerne, je pense que les mouvements identitaires, et notamment les mouvements identitaires qui ne répondent pas à des persécutions graves. Après tout, le peuple catalan a un gouvernement, il a une assemblée, il peut parler sa langue. On ne peut pas dire que les Catalans soient des gens humiliés. On peut donc aisément les soupçonner de vouloir naviguer tout seuls et de ne pas être en charge de reste de l'Espagne, moins développée, plus pauvre, etc. On peut les en soupçonner indubitablement. Mais je laisserai de côté les motivations. Je pense qu'il y a un phénomène général des identités aujourd'hui, même le Brexit anglais, même la question des Écossais, la Lombardie en Italie. La Lombardie en Italie. Le démantèlement de la Yougoslavie, les conséquences identitaires du dépeçage de l'URSS avec l'affaire ukrainienne, l'affaire de Crimée, et ainsi de suite. Et je pense que tout ça répond à une situation planétaire, une situation mondiale, qui est que la contradiction entre le fait que d'un côté, en réalité, l'économie est mondialisée et l'oligarchie est planétaire, et que d'un autre côté, les zones de contrôle des populations, d'existence étatique, de police et d'administration sont restées pour l'essentiel nationales. D'où la tentative d'essayer de se construire des petites Pour vous, c'est le système capitaliste mondial qui crée ces obsessions identitaires, pour bien comprendre. Absolument. C'est à l'évidence contre cela que se dressent, y compris les partis fascisants en Europe de l'Est ou ici même. Vous voyez que les premiers mots d'ordre de ce type de partis sont retrait de l'Europe, nationalisme outrancier, etc., etc. Et personnellement, je pense que la lutte contre la mondialisation capitaliste ne réussira pas par des réactions identitaires sauvages, parce qu'on trouvera toujours plus identitaire que soi, et qu'il est très dangereux de s'abandonner à ce type de mouvement. Badiou, avant de se quitter, votre regard sur ce procès hors norme qu'on vient de revivre nous intéresse. Vous avez beaucoup réfléchi, vous, sur le terrorisme islamiste. Vous en avez même fait un livre l'année dernière qui s'appelait « Notre mal vient de plus loin », dans lequel vous avez essayé de penser les tueries du 13 novembre. Le mal vient de très loin, dites-vous. Ce que vous dites en clair, si je vous comprends bien, c'est que nos sociétés capitalistes n'offrent plus d'idéal à la jeunesse et que le djihadisme s'engouffre dans ce vide? Bien entendu, le djihadisme trouve un terrain subjectif constitué. Et il fait partie des réactions identitaires dont nous avons déjà parlé, la forme violente, la forme paroxystique de ces réactions identitaires. Donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut analyser, y compris ce qui est représenté ici comme violence, contradiction, etc. Je voudrais dire une chose. La justice au sens strict, avec tribunal, procès, etc., a été inventée par les Grecs. En réalité, il y a très longtemps, il y a même une tragédie entière qui est consacrée à cela, c'est l'Orestie.
Et cette tragédie nous explique que ce que doit éviter à tout prix la justice, c'est pour ça qu'elle existe, c'est que l'emporte la vengeance. Et malgré tout, l'atmosphère générale ici présente, c'est comme si la vengeance pouvait être légitimée. Or, dans une enceinte de justice, c'est précisément ni les identités, ni les compassions, ni les pardons qui prédominent, c'est le jugement porté sur les faits. Et si on s'écarte de cela, eh bien, on a effectivement des procès qui deviennent sensationnels, mais en un certain sens par le mauvais côté de la justice.